Babo qui appelle l'opposition à s'unir. La personne qui a posé la question sait bien qu'à Bounois, c'est la ville de Mme Babo. Mais à cette rencontre, on n'a pas vu Mme Babo. Donc avant d'y aller là, il ferait mieux d'abord d'unir sa famille. Parce qu'il a fait des enfants avec Mme Babo. Alors, mes très chers camarades, bien le bonjour et bien le bonsoir pour tous ceux et celles que nous prendrons en partie en pleine soirée. Bien avant qu'on ne poursuive cette conférence de presse qu'a donnée le ministre d'État Adjoumani, je voudrais que vous mettez le pouce et pourquoi pas vous abonner à cette page. C'est très important parce qu'on aura beaucoup de choses à se dire, on aura beaucoup de choses à se partager. Et il va à Bounois alors que Mme Babo n'est pas là. Voici quelqu'un, c'est comme le margouillat, il dit non, j'ai un médicament de gale. Mais regarde sa peau. Quelqu'un qui dit qu'il soigne la gale là, mais tu regardes sa peau. Et puis, le président Babo lui-même, il a abandonné son propre parti pour aller créer un autre parti. Vous avez vu la réponse d'Afi? Il dit, mais c'est lui qui est parti, il n'a qu'à revenir dans son ancien parti. Appelé à s'unir. Mais moi, je ne vous comprends pas non plus. Alors, on vient de suivre ensemble la conférence de presse qu'a donnée le ministre d'État Adjoumani. Voilà. Il était face à des journalistes. Il n'y avait pas uniquement des journalistes, il y avait également des membres appartenant à la société civile ivoirienne. Mes très chers camarades, mes très chers confrères, lors de cette conférence de presse-là, il a été soumis à un questionnaire. Il faut dire que c'est vrai qu'il répondait de façon ouverte à ces journalistes-là, mais de façon indirecte, c'était aux principaux leaders de l'opposition. Il a si bien dit, si le type n'est pas capable à pouvoir réunir sa famille nucléaire, à pouvoir réunir sa famille politique originelle, ce n'est pas le pays qu'il va pouvoir unifier, qu'il va pouvoir diriger. On les a vus lors de leur précédent règne, on a dressé les bilans et ils n'étaient pas vraiment fameux. Pour ce qui est du leader, c'est-à-dire le principal leader du PPAC, moi je pense qu'il devrait plutôt songer à prendre sa retraite politique, c'est très important. Est-ce qu'on se comprend? Vu son âge avancé, vu son état de santé, qui est en train de se dégrader de jour en jour, moi je pense que si vraiment il aime le peuple de Côte d'Ivoire, il ne devrait pas se présenter en tant que candidat aux futures élections présidentielles de 2025. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'on prend le PPAC, il n'y a pas vraiment de leader générationnel qui puisse assurer la relève. Et donc c'est de par désespoir que les partisans et sympathisants de ce parti politique-là tiennent à ce que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo puisse se représenter en tant que candidat lors de ces futures élections présidentielles. Ce n'est pas désespoir. Et donc, il n'y a personne véritablement pour non seulement assurer la relève, mais également qui puisse faire office de contrepoids vis-à-vis du président Alassane Dramane Ouattara lors de ces futures élections présidentielles. Et vous savez pertinemment de quoi je parle. Lorsqu'on prend au niveau de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau du PDC-RDA, c'est vrai, tiens, il donne l'apparence d'avoir le soutien des partisans et sympathisants de son parti politique. Il faut dire que le PDC-RDA, là, c'est un parti politique tribaliste. C'est très important de le souligner. Vous savez de quoi je parle. C'est un parti politique tribaliste. Même si c'est vrai, tiens, de façon originelle, il n'appartient pas à une tribu ou bien à une ethnie de Côte d'Ivoire. Mais vous devrez comprendre que eux aussi également, c'est pas désespoir. Parce que lorsqu'on regarde le niveau du PDC-RDA, il n'y a pas vraiment de candidats, des personnes aussi charismatiques qui peuvent faire face au président Alassane Dramane Ouattara. Et donc, ils décident de voter ou bien de nommer Thiam pour les représenter. Mais même quand on prend le fameux Thiam, il a beau avoir le soutien de ses pairs.
il a beau avoir le soutien de ses partisans, ses partisans, de ses confrères. Mais vous devez comprendre qu'au plan national, là, il n'est pas vraiment populaire. Et il manque de charisme en fait. Ce n'est pas un leader charismatique. Il faut qu'on se dise la vérité. Face au président Alassane Draman Ouattara, il ne fait pas le poids. Vous faites la politique parce que vous êtes sous l'effet de l'émotion en fait. Vous parlez de taux de participation, que nous basons sur quoi pour gagner? Mais nous nous basons sur tous les détails que j'ai donnés, qui ont été présentés pour gagner. Alors, vous dites non, le taux de participation n'est pas important. Mais le taux de participation n'est pas important pour tout le monde. Si d'ici là, il y a eu beaucoup de naissances, nous qui avons gagné là, on a plus d'enfants que vous. Mais c'est pas ça. Donc vous pensez que non, les autres ne sont pas sortis. Après, il y a eu des jeunes qui sont nés. Mais moi, où est mon fils? Lève-toi. Ça, c'est mon fils, c'est un docteur. Hein? Et il vient d'avoir son doctorat. Vous voyez comment on se ressemble? Mais lui là, c'est mon fils. Tu penses qu'il va laisser quelqu'un d'autre pour venir, il va laisser le RHDP pour aller voter ailleurs? Mais tous autant que nous sommes, nous avons fait des enfants. Et puis en la matière, nous-mêmes, on fait plus d'enfants que vous. Donc si le taux de participation est important, mais ça va l'être plus pour nous que pour les autres candidats. Parce que nous sommes les plus nombreux et nous aurons à faire beaucoup d'enfants, nous avons beaucoup de familles. Merci. Alors, le ministre Adjoumani a souligné un point clé, c'est-à-dire un point très important concernant le taux de participation lors des élections présidentielles. Il faut dire qu'à ce niveau-là, il n'a pas été vraiment convaincant. Il n'a pas été vraiment pertinent lors de sa réponse concernant ce point-là. Et donc, je décide de venir en soutien. Vous devez comprendre que en politique, il y a toutes sortes de ruses, toutes sortes de stratagèmes, de stratégies qu'on met en place, qu'on initie en vue de pouvoir assouvir ses fins, en vue de pouvoir atteindre ses objectifs. Lorsqu'il y a des élections présidentielles et que les principaux leaders de l'opposition constatent que lors de ces élections présidentielles-là, ils ne partent pas favoris, ils décident là d'initier une campagne de boycottage. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire ils incitent les masses, les populations à ne pas le voter. Au cas où le favori remporte ces élections-là, il sera plus facile pour eux de prétexter le fait que ces élections présidentielles-là n'étaient pas crédibles. Pourquoi? Parce que le taux de participation était plutôt faible. Est-ce qu'on se comprend? Ils pourront également avancer le fait que ces élections présidentielles-là étaient entachées d'irrégularité en fait. Moi, je pense que cela émane de la mauvaise foi. Donc, le ministre Adjoumani, il a souligné ce point concernant le taux de participation. Donc, c'est une façon pour les leaders de l'opposition d'essayer de remettre en question la crédibilité de ces élections présidentielles. Vous ne verrez ni en France, ni aux États-Unis d'Amérique où des leaders de partis politiques incitent les masses ou leurs concitoyens à ne pas le voter. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a que ici en Afrique qu'on peut apercevoir ce genre de truc-là. Surtout ici en Côte d'Ivoire, comme on a pu l'expérimenter en 2020. Alors, en 2020, lors des élections présidentielles qui ont eu lieu dans cette année-là, l'opposition avait initié une campagne de boycott. Elle avait incité les populations à ne pas le voter, à ne pas aller participer massivement à ces élections présidentielles-là. Après ce scrutin-là, les leaders de l'opposition se sont insurgés du fait que le président Alassane Draman Ouattara ait remporté ce scrutin-là. Vous avez décidé, vous avez pris la résolution ferme, voire catégorique, à ne pas participer à ces élections présidentielles. Et bien eux, ils ont poursuivi ce qu'il y avait lieu de faire. Est-ce qu'on se comprend? Et donc si il s'est avéré que le président Alassane Draman Ouattara ait remporté ces élections-là, ne venez pas remettre en cause en fait le taux de participation, ça n'a pas de sens. Parce que tu ne peux pas aller demander à quelqu'un de ne pas le voter pour ensuite prétester le fait que non, ces élections présidentielles ne sont pas crédibles parce que le taux de participation était plutôt faible. Non.
Gbagbo nous reproche beaucoup de choses, coût de la vie, ceci, cela. Mais voyez, quand on dit la VAR là, est-ce que vous ne voyez pas les images quand le président Gbagbo dit « mais je n'augmenterai rien, je ne ferai rien. Ils peuvent se mettre en grève, mais je ne ferai rien. » Mais tout ça, on a vu. Donc c'est de bonne guerre. Ils peuvent nous attaquer, mais Dieu merci, chaque jour que Dieu fait, ils mangent, alors qu'ils disent qu'il n'y a rien à manger. Hier, j'ai vu, aujourd'hui, c'est la saison des pluies, allez-y sur le marché, vous allez voir de la tomate, du piment. Alors que quelqu'un a dit qu'on achète le piment à 50 francs. Un piment à 50 francs, quelle que soit la crise. Même si on est en plein désert, on peut acheter un piment à 5 francs, à 50 francs. Ça veut dire que les gens ne sont pas raisonnables. Et quand c'est comme ça, les Ivoiriens ne peuvent pas leur faire confiance. La confiance se trouve dans le RHDP. J'ai comme l'impression que c'est le monde à l'envers. Il est très très mal placé pour donner des leçons de morale à quiconque. C'est vrai que le ministre d'État, Adjoumani, dans son élan, dans sa démarche, a apporté une réponse plutôt pertinente. Mais moi j'ai quelque chose à ajouter, tout en rafraîchissant la mémoire des personnes amnésiques. Pour ceux qui s'en souviennent, en 2008, où des personnes sont sorties dans les rues pour aller manifester, pour aller grogner contre la cherté de la vie, en 2008, ces personnes-là se sont fait réprimer dans le sang. Ou bien vous avez oublié cela, franchement. On peut être amnésique à ce point-là. Vous avez déjà oublié ces événements malheureux de 2008. Là. Lorsque des personnes sont sorties dans les rues pour aller manifester, pour aller grogner contre la cherté de la vie. En 2008, là, à ce que nous sachions, c'était le président Laurent Gbagbo qui était à la tête de ce pays-là. C'est lui qui tenait les rênes de ce pays-là. Ce n'était ni Alassane, ni quelqu'un d'autre. On parle là de quoi? Et même en 2007, c'est-à-dire un an plus tôt, en 2007, pour ceux qui s'en souviennent également, où les médecins d'État avaient initié une grève générale en vue de faire des revendications. Le même Laurent Gbagbo est sorti. Il a tenu un discours par rapport à cela. Dans ce discours, il s'est indigné parce qu'il n'arrivait pas à comprendre le fait que des médecins qui avaient prêté serment, le serment d'Hippocrate en fait, celui de sauver des vies, sans tenir compte de l'objectif lucratif. Il s'est indigné que ce n'était pas normal, qu'ils devraient assurer le service minimum. Mais au lieu de cela, ils ont préféré déserter les centres de santé. Et donc cela a coûté la vie à beaucoup de personnes. Lui s'est indigné par rapport à cela. C'est dans ce sens-là, il a fait un prolongement pour affirmer que je n'augmenterai rien. Il a dit ça ici. Je n'augmenterai rien. Alors, lorsqu'il tenait ce propos-là, c'était valable pour tous les autres fonctionnaires d'État, pour tous les autres corps, pour toutes les autres corporations qui régissent la fonction publique. C'est vrai, peut-être que les médecins, vu qu'ils avaient déserté les centres de santé, bon, ce n'était pas la démarche à suivre ou le chemin idéal pour faire ce genre de revendications. Mais pourquoi est-ce que ces personnes-là sont allées jusqu'à ce point-là? Parce que je peux dire que ça dit que quoi, c'est des mesures extrêmes, radicales que les médecins ont pris à l'époque en fait. Est-ce qu'on se comprend? Mais pourquoi est-ce que ces médecins ont décidé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce point-là? C'est parce que toi, Laurent Gbagbo, tu étais incapable à pouvoir améliorer non seulement les conditions de travail, mais également le bas salarial. Ça, on l'a vu. C'est pour les médecins là qu'on a vu, parce que c'est une question de vie. Mais quand on est-il des autres fonctionnaires de l'État? Lui, Laurent Gbagbo a dit que je n'augmenterai rien ici. Il a dit ça de vive voix, lors d'un discours. Alors, les images sont encore là. Hein? Les images d'archives là sont encore là comme pièces témoins. On peut toujours aller dépouiller ces images-là, les faire sortir, les réactualiser afin de les mettre au grand jour. On parle avec moi. Et un an plus tard, en 2008, les gens sont sortis pour aller manifester contre la cherté de la vie. Toi, tu les as réprimés dans le sang. On a tous été témoins de cela. On peut en parler. Et aujourd'hui, comme tu n'es plus aux affaires, alors tu veux te rendre populaire, tu veux essayer de fragiliser la posture dans laquelle se retrouve ce régime en place. Non, tu veux essayer de les décrédibiliser. Non, non, la cherté de la vie. Toi, tu peux parler de cherté de la vie. On parle de quoi? Vous êtes très très mal placé pour donner des leçons de morale aux gens en ce sens-là. Lui, le président Alassane Draman Ouattara,
il est pertinemment conscient du fait que, en ce moment, nous sommes en proie à ce phénomène de cherté de la vie. Mais ce n'est pas uniquement en Côte d'Ivoire, c'est partout, à travers le monde entier. Surtout que le monde est désormais un village planétaire, c'est partout. Est-ce qu'on se comprend? Mais oui, au moins, il a fait l'effort d'augmenter le salaire des fonctionnaires et c'est de 33%. C'est conséquent, c'est énorme. On parle de quoi? On veut permettre à ces personnes-là de pouvoir faire face à ce phénomène-là, de la cherté de la vie. Mais quand toi tu t'oses affaires, qu'est-ce que tu as fait de mieux? Franchement, on parle de quoi? Et tout récemment, j'ai appris que, on dit le même Laurent Gbagbo, il dénonçait le fait que ces temps-ci, il y avait trop d'enlèvements ici en Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc tu veux nous faire comprendre que sous le règne du président Alassane Dramane Ouattara, nous vivons dans une certaine insécurité. Très bien. Mais je te rappelle que c'était sous ton règne que les escadrons de la mort ont sévi et ce en toute impunité. Est-ce qu'on se comprend? Jamais le ministère de l'Intérieur de l'époque n'a fait un communiqué officiel pour nous annoncer qu'ils allaient ouvrir une enquête à cet effet. Non. Les escadrons de la mort, là, ils ont sévi, ils ont agi et ce en toute impunité. Et on sait de qui ils recevaient les ordres directs. Ça, on le sait. Mais on ne va pas le dire. Est-ce qu'on se comprend? On était tout jeunes, mais on n'était pas bêtes. À aucun moment, on nous a présenté ne serait-ce qu'un individu qui faisait partie de ces escadrons de la mort, dont on a mis le grappin sur le nom. À aucun moment, on nous a montré cela. Toi, tu as venu parler des enlèvements. Camara H, là, c'était sous ton règne qu'il était enlevé. Mais je ne suis pas en train de mettre des allégations contre quelqu'un, directement contre quelqu'un, non. Mais je sais que Camara H, là, c'est sous votre règne qu'il était enlevé. Et c'est devant sa famille, devant ses proches, devant ses enfants. Ses voisins étaient là, mais ils ne pouvaient pas lui apporter une certaine assistance. Parce qu'ils se disaient que c'était des autorités qui étaient venues l'enlever. Et donc ils ne pouvaient rien faire. Mais le lendemain, est-ce qu'on n'a pas retrouvé le corps de Camara H sur la voie le long du Bango? On parle de quoi? Vous aussi, vous allez venir parler d'enlèvement? On parle de quoi? Vous ne vous cachez même pas et vous allez venir tout. Ne faites pas, on va partir réveiller le momier. Et puis cela risque de raviver les tensions en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on se comprend? Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. C'est-à-dire, tellement vous voulez vous donner raison, tellement vous voulez vous conforter dans votre posture. C'est-à-dire, vous êtes premièrement insulter l'intelligence des gens. Il dit toujours quelque chose, vous là. Le pouvoir de Ouattara, certes, il n'est pas parfait. Mais vous êtes très très mal placé pour le critiquer. Non, c'est la rébellion qui nous a empêché de travailler. Si Alassane Dramane Ouattara est en train d'effectuer toutes ces réalisations, c'est parce qu'il n'y a personne pour lui mettre les bâtons dans les roues. Voilà pourquoi est-ce qu'il est à l'aise dans sa posture et peut travailler tranquillement. Ok. Lorsque tu estimes que quelqu'un t'empêche de travailler là, tu peux toujours rendre démission. Vous aurez dû laisser le pouvoir aux rebelles depuis quand ils ont effectué les tentatives de coup d'État du 19 septembre 2002 là. Vous aurez dû les laisser le pouvoir. Et pire encore, moi ça me fait mal.